Alors, bonjour à tous. On va doucement pouvoir commencer cette 7e édition du webinaire Impact Recherche. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir et d'entendre les présentations en première partie du docteur Aurélien Socal, qui est dans le service de médecine interne de l'hôpital Beaujon. Et il va nous présenter les résultats de l'étude MEMOCOV2, qui correspond à la question « Peut-on répondre au vaccin à ARN messager en l'absence d'interféron du type 1 ?» S'en suivra une séance de questions-réponses, donc n'hésitez pas. Toujours le même système, vous pourrez poser vos questions directement dans l'onglet Q&R qui est situé en haut de la barre sur Teams directement. Et à l'issue de cette séance de questions-réponses, on accueillera le docteur Giovanna Mellica, qui est du service d'immunologie clinique et maladies infectieuses de l'hôpital Henri Mondor, qui présentera les résultats de l'étude DREVAC sur les stratégies vaccinales contre le pneumocoque chez les patients drépanocytaires. Voilà. Surtout, petite précision aussi, n'hésitez pas à nous donner votre avis. C'est vrai que ça compte beaucoup. Vous avez sur les 2 premières slides normalement un QR code vous permettant de répondre à un questionnaire. C'est vrai que c'est important pour nous de recueillir vos avis pour pouvoir nous améliorer, pour pouvoir adapter ces webinaires à vos attentes. Donc prenez 5 petites minutes pour le faire. Et quant à moi, je vous laisse la parole, docteur. Écoutez, merci beaucoup. Donc, comme vous venez de le dire, je suis actuellement chef de clinique dans le service de médecine interne de la professeure Lefort à l'hôpital Beaujon. Et les travaux que je vais vous présenter ont été faits au sein de l'équipe du professeur Mathieu Maévas à l'Institut Necker Enfants Malades. Alors, la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui, c'est celle de savoir si on peut répondre au vaccin ARN messager en l'absence d'interféron de type 1. Je vais bien sûr vous expliquer pourquoi est-ce qu'on s'est posé cette question. Et puis, je me suis un peu auto-spoilé. Les plus anglophones d'entre vous auront déjà la réponse à cette question sur la première slide. Alors, aujourd'hui, on va parler de la mémoire immunitaire. Et donc, la mémoire immunitaire, c'est ce phénomène tout à fait fascinant qui fait que la seconde fois qu'on rencontre un antigène, l'organisme va être capable de monter une réponse qui va être plus forte, plus rapide et plus puissante que la première fois qu'il a vu ce pathogène. C'est sur cette base même de la mémoire immunitaire que repose la vaccination, et c'est comme ça qu'elle fonctionne, en acquérant une immunité contre un pathogène sans l'avoir rencontré dans sa forme virulente. La mémoire immunitaire, elle repose essentiellement sur le système immunitaire adaptatif, et au sein du système immunitaire adaptatif, il y a 2 types de cellules essentiellement qui ont une caractéristique mémoire, qui sont les lymphocytes T et les lymphocytes B. Et aujourd'hui, on va quasiment parler que des lymphocytes B. Au sein de ces lymphocytes B, 2 cellules sont à mémoire, les lymphocytes B mémoire et les plasmocytes. Les plasmocytes, ce sont les cellules qui sécrètent les anticorps. Alors, comment sont formés les lymphocytes B mémoire et les plasmocytes ? Eh bien, dans votre organisme, vous allez fabriquer de façon aléatoire un très grand nombre de lymphocytes B naïfs qui vont tous avoir un anticorps différent à leur surface, ce qui donne la possibilité d'éventuellement rencontrer de reconnaître n'importe quel pathogène qu'on pourrait rencontrer au cours de notre vie. La première fois que vous allez rencontrer un pathogène, s'il y a un lymphocyte B naïf qui est spécifique de cet antigène, il va soit pouvoir rentrer dans la réaction extrafolliculaire, ce qui va lui permettre de s'activer et de se différencier très rapidement en cellules sécrétrices d'anticorps, mais ça va être des anticorps qui vont être de faible affinité, et les cellules qui sécrètent ces anticorps vont être à courte durée de vie. Alternativement, l'autre possibilité, c'est de rentrer dans une réaction qui s'appelle la réaction des centres germinatifs. Et ce qu'il est important de comprendre, c'est que cette réaction des centres germinatifs, elle met du temps à se mettre en place. En général, quand elle commence à se mettre en place, l'infection, elle est même déjà résolue, et elle perdure dans le temps, mais elle va permettre des choses très importantes. Car en effet, la réaction des centres germinatifs, c'est l'endroit où on peut se faire un processus qui s'appelle la maturation d'affinité. Et la maturation d'affinité, c'est-à-dire que les lymphocytes B, au sein de ces centres germinatifs, vont acquérir de façon totalement aléatoire des mutations dans les gènes qui codent pour leur anticorps. Et suite à l'acquisition de ces mutations, on va tester l'affinité de cet anticorps pour l'antigène donné spécifique, c'est-à-dire que dans le centre germinatif, on va regarder la force de liaison entre cet anticorps et l'antigène. Et si la mutation a permis d'augmenter cette force de liaison, alors le lymphocyte B va être sélectionné positivement et il va pouvoir continuer
sa réaction dans le centre germinatif. À l'issue de cette réaction des centres germinatifs, il y a deux possibilités. Soit le lymphocyte B soit le lymphocyte B peut sortir comme un plasmocyte qui va devenir à longue durée de vie s'il trouve sa niche au sein de la moelle osseuse. Et en fait, ce que va faire le plasmocyte, c'est qu'il va sécréter tout au long de votre vie des anticorps de façon totalement indépendante de la présence ou de l'absence du pathogène qui est reconnu par ces anticorps. C'est pour ça que si vous faites par exemple une sérologie rougeole, vous allez avoir des anticorps contre la rougeole, alors que vous ne l'avez pas rencontré récemment, mais vous avez été vacciné et vous avez des plasmocytes qui sécrètent continuellement des anticorps contre la rougeole. L'autre alternative, c'est de se transformer en lymphocyte B mémoire. Et ces lymphocytes B mémoire, ils ne vont pas sécréter d'anticorps, mais par contre, ils vont être capables de survivre pendant des décennies dans les organes lymphoïdes secondaires, notamment dans la rate. Et si jamais ils rencontrent une seconde fois l'antigène de son spécifique, ils vont pouvoir soit proliférer et se différencier en plasmocytes, mais qui cette fois sécréteront des anticorps de forte affinité et qui seront à longue durée de vie, soit ils vont pouvoir participer à la réaction des centres germinatifs secondaires qui leur permettra de connaître à nouveau la maturation d'affinité et de devenir soit des plasmocytes à longue durée de vie, soit à nouveau des lymphocytes B mémoire. Alors le pathogène contre lequel on va étudier la réponse B aujourd'hui, vous en avez tous entendu parler évidemment, c'est le SARS-CoV-2 qui est le virus responsable de la Covid-19. Et j'ai mis cette diapositive pour attirer votre attention sur une protéine tout à fait d'intérêt du SARS-CoV-2, qui est la protéine Spike, qui est une glycoprotéine qui est exprimée à la surface du virus. Et tous les vaccins ARN messagers qui sont actuellement disponibles encodent pour cette protéine Spike du coronavirus. Pourquoi est-ce que cette protéine elle est particulièrement importante? Eh bien parce qu'elle contient un domaine qui s'appelle le RBD, pour Receptor Binding Domain, qui est le récepteur que le virus va utiliser pour se lier à sa cible, le récepteur de la CE2, à la surface des cellules humaines. Et ce qu'il a été montré assez vite dès le début de la pandémie de Covid-19, c'est que ce RBD est une des cibles majeures de la réponse anticorps neutralisante. Alors, l'aventure Pneumocov-2, elle a commencé assez rapidement au début de la pandémie. Et au tout début de la pandémie, pendant la première vague, on s'est posé la question de savoir si une mémoire immunitaire se mettait en place au décours de l'infection par le SARS-CoV-2. Alors, c'est une question qui aujourd'hui peut sembler triviale et tout le monde connaît la réponse et c'est que oui, mais à l'époque, c'était quelque chose qui était tout à fait incertain. Et ce qu'on a pu montrer en étudiant des cohortes de patients infectés par le coronavirus, soit de forme sévère, soit de forme modérée, c'est que cette infection donnait bien lieu à la génération de lymphocytes B mémoire qui reconnaissaient la spike ou le domaine RBD plus précisément de cette protéine spike du SARS-CoV-2 et que ces lymphocytes B mémoire étaient bien issus des centres germinatifs, ce qui, comme je viens de vous le dire, est une caractéristique essentielle puisque le centre germinatif permet de donner la caractéristique à longue durée de vie et forte affinité contre l'antigène. Puis dans un second temps, on s'est intéressé à la vaccination au moment où les vaccins ARN ont commencé à être déployés dans le monde entier, à la fois chez les sujets qui avaient été infectés pendant la première vague puis qui recevaient une dose de vaccin, mais aussi chez les sujets qui n'avaient pas été infectés, qui recevaient 2 doses de vaccin comme schéma initial de vaccination contre le SARS-CoV-2. Et ce qu'on a pu montrer, c'est que la vaccination permettait de générer des lymphocytes de mémoire d'extrêmement grande qualité contre le SARS-CoV-2, et surtout donc issus des centres germinatifs chez les sujets naïfs. Il y avait bien une réaction des centres germinatifs qui se mettaient en place chez les sujets naïfs grâce au vaccin. Et surtout, les lymphocytes B mémoire qui étaient générés après cette vaccination étaient extrêmement divers et étaient capables de reconnaître avec une forte affinité des variants du SARS-CoV-2, y compris des variants qui sont très éloignés antigéniquement de la souche ancestrale qui est dans le vaccin, comme par exemple Omicron, et que même avec un vaccin contre la souche ancestrale, on a des lymphocytes B mémoire capables de reconnaître Omicron avec une forte affinité de le neutraliser. Et ça explique probablement en grande partie pourquoi est-ce que ces vaccins ARN ont été aussi efficaces contre la protection contre les formes sévères cliniquement du SARS-CoV-2, même avec des variants tels que Omicron. Et donc, ces vaccins ARN messagers, ça a été une véritable révolution, un tournant dans la prise en charge de la pandémie de SARS-CoV-2. Et si ces vaccins ont pu être déployés aussi rapidement et aussi efficacement, c'est parce qu'en fait, pendant des années, il y a eu un travail, entre guillemets, de l'ombre qui a été fait sur le développement de ces vaccins ARN messagers,
qui a été essentiellement fait par Kathleen Carico et Drew Weissman, qui, comme vous le savez, ont été récompensés du prix Nobel de médecine en 2023 pour leurs travaux. Alors, en quoi ont consisté leurs travaux? Eh bien, en fait, comme vous le savez, les vaccins ARN messagers sont composés de deux composants principaux. D'une part, la nanoparticule lipidique et d'autre part, l'ARN messager, qui, dans le cadre des vaccins contre le Covid, je vous rappelle, encode pour la protéine Spike. Cet ARN messager qui est dans les vaccins ARN messagers, ce n'est pas de l'ARN messager naturel, c'est de l'ARN messager qui est modifié. Et en fait, les bases qui s'appellent l'uridine, qui sont dans l'ARN messager, ont été remplacées par de la 1-méthylpseudo-uridine. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Eh bien, c'est parce que quand Kathleen Carico a commencé ses travaux sur l'injection d'ARN messager chez l'animal, ce qu'elle a montré, c'est que si on injectait à une souris de l'ARN messager qui n'était pas modifié et qui n'était pas purifié, ça induisait une cascade inflammatoire extrêmement forte, puisque cet ARN messager était reconnu par les récepteurs de l'immunité innée, qui détectaient cet ARN comme de l'ARN étranger, et qui du coup déclenchait cette inflammation très forte. Et le déclenchement de cette inflammation très forte via les interférons de type 1, ça avait deux effets. Déjà, chez la souris, ça pouvait induire jusqu'au décès de la souris du fait de l'intensité de cette réaction inflammatoire, mais aussi la protéine qui était encodée par cet ARN est extrêmement mal produite. Et donc, ce qu'a fait Kathleen Carico, c'est qu'elle a modifié cet ARN en remplaçant l'uridine par de la 1-méthylpseudo-uridine, et ça a permis d'éviter que l'ARN ne soit reconnu par les récepteurs de l'immunité innée et d'amener à une bonne production de la protéine encodée par l'ARN messager. En fait, en vous présentant ça comme ça, je vous présente ça de façon un petit peu manichéenne, parce que si vous regardez bien, tout en bas à gauche, en bas de cette cascade d'interférons, il est indiqué qu'en fait, cet interféron pourrait quand même favoriser la maturation des cellules dendritiques, qui sont des cellules qui vont venir présenter l'antigène au système immunitaire et les activer. Et donc, en fait, l'hypothèse qui était faite de façon extrêmement fréquente, mais sans qu'elle ait pu être prouvée, était que cet ARN messager modifié, il était encore un tout petit peu détecté par le système immunitaire inné, et que ça amenait une production d'interférons de type 1 à bas bruit, rien à voir avec les quantités produites là, et que cette quantité d'interférons de type 1 produite à bas bruit agissait un petit peu comme un adjuvant du vaccin en favorisant la réaction au vaccin et donc la réponse immunitaire à la suite du vaccin. Donc voilà, l'hypothèse fréquemment faite, c'était que l'ARN messager était encore détecté, amenait une petite sécrétion d'interférons de type 1, mais qui était essentielle pour répondre au vaccin. Donc nous, on a voulu vérifier cette hypothèse-là en étudiant la réponse lymphocytaire B qui se mettait en place au décours des vaccins ARN messagers chez des patients qui avaient des déficits en interférons de type 1. Et il est important que je précise que cette question est d'autant plus cruciale que ces patients avec des déficits en interférons de type 1 sont à extrêmement haut risque de formes graves et létales de Covid-19. Et donc, il y a un intérêt clinique qui s'ajoute à l'intérêt fondamental, puisque savoir s'ils sont protégés par les vaccins, c'est crucial. Alors, pour répondre à cette question, on a monté plusieurs cohortes de patients. Une première cohorte qui sont des sujets sains, y compris 3 enfants, qui recevaient 2 doses de vaccin ARN messager, et plusieurs cohortes de patients avec des déficits sur les voies d'interférons de type 1, et je vais revenir un tout petit peu plus en détail après juste dessus. Donc, une cohorte de patients qui avaient des déficits génétiques qui sont des déficits exceptionnellement rares sur les voies d'interférons de type 1, et des patients qui avaient des auto-anticorps qui neutralisaient les interférons de type 1, soit dans le cadre d'une maladie qui s'appelle la polyendocriniopathie auto-immune de type 1, soit dans le cadre d'une entité qui a été décrite très récemment par l'équipe de Jean-Laurent Casanova, notamment avec Paul Bastard, qui ont pu montrer que chez les sujets âgés, un certain nombre développaient des auto-anticorps capables de neutraliser les interférons de type 1. Et ils recevaient 2 doses de vaccin ARN messager comme les sujets sains, et puis ils étaient prélevés par la suite au cours de leurs soins habituels. Juste pour vous resituer où sont les déficits dont on vient de parler sur la cascade de l'interféron. Donc, on a des patients qui ont déficit en TLR7, qui est donc un des récepteurs de l'immunité innée qui est impliqué dans la détection de l'ARN messager. Le déficit en IRF7, qui est un facteur de transcription important pour la boucle d'amplification de réponse à l'interféron de type 1. Et puis, on avait même des patients qui avaient un déficit qui est vraiment exceptionnel en IFNAR1, qui est une des sous-unités du récepteur aux interférons de type 1.
Et puis ici, vous sont figurés les patients avec les auto-anticorps neutralisant les interférons de type 1, soit dans le cadre de la polyendocrinopathies auto-immune, soit associés à l'âge. Et je vous ai remis ici des travaux de Paul Bestard qui montrent que dans la population saine, on aurait jusqu'à entre 4 et 5% de la population vers 80 ans qui aurait ces auto-anticorps capables de neutraliser les interférons de type 1 et donc une problématique potentiellement de santé publique. Alors, pour étudier la réponse au vaccin ARN messager, ces sujets, on a commencé par des choses très simples, et notamment on a regardé la réponse anticorps, donc en mesurant les titres sérologiques d'immunoglobuline d'IgG contre le domaine RBD de la protéine Spike. Donc sur ce graphique, vous avez en blanc et en les sujets sains, en vert les enfants sains. En violet, vous avez les patients qui ont un déficit génétique sur les voies d'interférons de type 1. Et en bleu clair et bleu foncé, ceux qui ont les auto-anticorps neutralisant les interférons de type 1. En bleu clair, ce sont les polyendocrinopathies auto-immunes. Et en bleu foncé, les auto-anticorps associés à l'âge. Ici, vous avez représenté sur le panel de gauche l'évolution globale en fonction du temps après la vaccination des taux d'anticorps. Vous voyez que la cinétique de décroissance des taux d'anticorps a l'air tout à fait comparable entre les groupes et que tous les sujets développent bien des anticorps dirigés contre le RBD après la vaccination. Et si on regarde un temps point qui est plus tardif après cette vaccination, plus de 3 mois après la vaccination, où donc on est à la phase mémoire, vous voyez que la réponse IgG dirigée contre le RBD a l'air tout à fait comparable entre les différents groupes. Parallèlement à cette réponse sérologique contre le RBD, les sujets développaient des taux des neutralisations sériques contre la souche ancestrale qui est contenue dans le vaccin. Et cette neutralisation sérique corrélait tout à fait avec le taux d'IgG anti-RBD, ce qui suggère que la réponse se faisait qualitativement normalement et que le RBD était aussi la cible de la réponse neutralisante de ces sujets avec les déficits en interférons de type 1. La question qu'on s'est ensuite posée, c'est de s'intéresser à est-ce que des lymphocytes B mémoire se développaient après cette vaccination. Et donc pour ce faire, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé une technologie qu'on a mis en place au laboratoire où en fait on incube les cellules de ces patients avec la protéine Spike ou RBD, dans ce cas-ci, recombinante. Et puis après, on vient avec des auto-anticorps, des anticorps fluorescents qui reconnaissent un petit tag de cette protéine. Et ça nous permet, en cytométrie en flux, de voir ici dans la diagonale les cellules qui ont attrapé le RBD. Et donc, ça nous permet de les identifier facilement. Donc, ce qu'on a pu montrer, c'est que là encore, quand on compare entre les différents groupes, il y a une réponse mémoire qui a l'air de se mettre en place chez la très grande majorité des sujets. Et là encore, l'évolution au fur et à mesure du temps a l'air d'être similaire entre les différents groupes. Et si on se place à plus de 3 mois après la réponse, vous voyez que la très grande majorité des sujets a développé une réponse B mémoire dirigée contre le RBD. On note toutefois qu'il y a une hétérogénéité assez importante dans le groupe des sujets qui ont les auto-anticorps associés à l'âge, mais il faut remarquer que les deux sujets qui ont la réponse mémoire la moins importante contre le RBD sont les deux sujets qui étaient les plus âgés de cette cohorte, ce qui pose la question d'un facteur confondant sur l'âge plutôt que réellement un effet de l'absence d'interférons de type 1. Alors ensuite, la question cruciale, c'est de savoir si ces lymphocytes B mémoire sont issus des centres germinatifs, puisque je vous le rappelle, cette réaction permet la maturation d'affinité et surtout un prérequis pour pouvoir être un lymphocyte B mémoire à longue durée de vie. Donc pour voir si les cellules étaient passées dans les centres germinatifs, on a regardé si elles acquéraient des mutations dans les gènes qui codent pour l'anticorps de ces lymphocytes B mémoire spécifiques du RBD. Et donc ici, on a pu construire la cinétique d'acquisition de mutations chez les sujets sains. Donc ici, vous avez le nombre de mutations en fonction du temps après la vaccination. On a regardé comment ça se passait chez les patients qui avaient des déficits génétiques sur des voies d'interférons de type 1. Et vous voyez que l'acquisition de mutations a l'air de se faire de façon tout à fait similaire, de façon comparable à ce qu'on voit chez les sujets sains. Et si on regarde cette acquisition de mutations chez les patients qui ont une polyendocrinopathie auto-immune de type 1 avec les auto-anticorps anti-interférons, vous voyez qu'il y a clairement une acquisition de mutations qui se fait avec le temps. On peut se poser la question de savoir s'il n'y a pas un petit peu moins de mutations qui sont acquises que chez les sujets sains. C'est difficile de répondre parce que c'est des petits effectifs, il y a peu de patients et un nombre limité de séquences analysées. Mais ce qu'il faut également avoir en tête, c'est que ces patients avec les polyendocrinopathies auto-immunes ont aussi d'autres anticorps qui neutralisent d'autres cytokines, par exemple
l'IL-17 ou l'IL-6, et que ça pourrait éventuellement aussi interférer dans la réaction des centres germinatifs. Mais en tout cas, ce que l'on peut voir dans ce graphique, c'est que ces patients avec les déficits en interféron type 1 sont tout à fait capables de mettre en place une réaction des centres germinatifs après la vaccination par ARN messager. Et puis, dans le Covid-19, ce qui a été rapidement décrit dès le début de la pandémie, c'est qu'on arrivait à retrouver ces deux sujets qui n'avaient aucun lien de parenté, des anticorps qui reconnaissaient le RBD, qui étaient quasiment similaires chez deux sujets sans lien de parenté, ce qui était quelque chose d'assez exceptionnel. Et en fait, ce que l'on voit, c'est que si on retrouve des anticorps qui sont quasiment les mêmes entre les sujets sains et les sujets qui ont des déficits en interféron type 1, et ben on voit qu'on retrouve, je ne rentre pas dans les détails de la représentation, mais chaque fois qu'il y a un petit trait, c'est que c'est le même. Et vous voyez qu'on retrouve beaucoup d'anticorps qui sont communs entre les sujets sains et les sujets qui ont des déficits d'interféron de type 1, ce qui suggère là encore que qualitativement, la réponse a l'air d'être la même. Donc, ce qu'on a pu montrer avec nos travaux, c'est qu'on pouvait tout à fait établir une réponse B issue des centres germinatifs après la vaccination par ARN messager en l'absence d'interféron de type 1, ce qui va contre l'hypothèse de dire que cette sécrétion d'interféron de type 1 après la vaccination est essentielle pour établir une réaction des centres germinatifs. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un autre composant de ces vaccins ARN messagers qui joue le rôle d'adjuvant ou via une autre voie que l'interféron de type 1. Mais en tout cas, cette hypothèse fréquemment admise ne semble pas être vérifiée par nos travaux. Et le corollaire de ça, c'est que ces patients, il faut absolument les vacciner parce qu'ils sont à très haut risque de formes graves et que, heureusement, les vaccins ARN messagers sont très efficaces chez eux. Voilà, et donc ces travaux, je vous ai dit, ont été faits dans l'équipe de Mathieu Maevas, avec notamment l'aide de Pascal Chaper, et c'était fait en collaboration avec l'équipe de Jean-Laurent Casanova et Paul Bestard à l'Institut Imagine, qu'on remercie beaucoup pour leur aide dans la réalisation de ces travaux. Merci beaucoup, docteur. On a deux questions qui vous ont été posées. La première de Amélie concernant les résultats de l'étude et notamment est-ce que ces résultats de l'étude pourraient permettre d'évaluer l'efficacité d'autres vaccins, ceux qui ne sont pas à base d'ARN messager ou ceux qui ciblent d'autres infections? Alors, on n'a pas regardé du tout. Là, on a vraiment focalisé notre étude sur les vaccins ARN messagers. On n'a pas étudié d'autres vaccins contre le Covid et pas étudié d'autres pathogènes. Donc, je ne sais pas si ces résultats sont généralisables à d'autres vaccins. En tout cas, il y avait une question un petit peu fondamentale. En tout cas, ce que ça veut dire, c'est que ces patients sont tout à fait capables de monter des réactions des centres germinatifs après les vaccins, et que même en l'absence d'interféron type 1, on est capable de faire des centres germinatifs. Après, est-ce qu'avec d'autres vaccins, ça marche aussi bien ou différemment? Ça, on n'a pas les éléments pour répondre avec les travaux qu'on a fait ici. D'accord, merci. On a le professeur Éric Tartour du service immunologie biologique de l'HEGP qui vous demande est-ce que l'hétérogénéité pour la production d'anticorps est corrélée aux concentrations d'IFN de type 1? C'est évidemment une très bonne question. On a évidemment regardé, donc c'est l'équipe de Paul Bastard qui a fait ça, qui a regardé en utilisant une technique de Giros le pourcentage de neutralisation sérique des interférons alpha et ou oméga. Et on n'a pas vu de corrélation entre la puissance de neutralisation des interférons et la réponse mémoire. Pas de corrélation observée. D'accord, merci. Il me semble que l'on n'a pas d'autres questions pour vous. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Écoutez, non, sauf si quelqu'un a des questions, mais pour ma part, c'est bon.